Au gré des usines, les couleurs changent. Cette pollution est plus dangereuse encore que celle liée aux déchets. Nous voulions interroger un ouvrier pour comprendre comment ces usines procèdent. Tous ont refusé. Personne ne veut prendre le risque de critiquer ceux qui les nourrissent. Nous avons convaincu la plus grande entreprise textile de la région de nous ouvrir ses portes. 35 000 ouvriers travaillent sur ce site. 40% de la production est destinée à l'exportation. Parmi leurs clients, des grandes marques comme H&M, C&A et Adidas. En France, Carrefour, Auchan, Gosport. C'est le petit-fils du patron, Andy, qui nous reçoit. Il a 23 ans. L'usine est moderne, avec des machines dernier cri. Mais qu'en est-il des déchets? Toute l'eau de l'usine est recyclée? Une partie, oui. Et l'autre partie? L'autre partie est traitée et ensuite rejetée dans l'environnement. Vous rejetez? Oui. Mais c'est de l'eau propre. Oui, c'est de l'eau traitée. Parce que pour vous, c'est très important. Bien sûr, nos acheteurs sont sensibles à ça. Ah oui? Oui, nous suivons les normes européennes. Parce que nos clients veulent voir les tests pour s'assurer que tout est correct. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Au début, c'est un peu compliqué, mais finalement, ça nous aide à nous améliorer. Ce n'est pas par conscience écologique que l'usine respecterait l'environnement, mais grâce à la pression des grandes marques. L'eau rejetée serait propre. La preuve, le patron est même prêt à la boire. Les eaux usées de Caratex sont-elles systématiquement recyclées avant d'être rejetées dans le Chitaroom? Le lendemain matin, derrière l'usine, nous avons rendez-vous avec cet homme, un militant écologiste. Adi est en guerre contre les usines textiles qui polluent le fleuve et contre Caratex en particulier. Ça, ce sont les déchets de Caratex. Juste derrière, là-bas, il y a un grand bassin qui récolte toutes les eaux sales de l'usine. Et ensuite, il déverse ici. Vous voyez, c'est ça la vérité. Donc, quand Caratex dit on ne rejette que de l'eau propre dans la rivière, il mentent? Oui, c'est clair. Voilà le résultat de Caratex. Sur les 22 usines présentes ici, Caratex est responsable de 32% de la pollution du Chitaroom. On a fait notre enquête. Chaque jour, l'usine déverse 20 000 mètres cubes d'eau sale. Et ces eaux se retrouvent dans tout le Chitaroom. 715 hectares de rizières sont totalement pollués ici. 4 villages entiers sont concernés. Adi et ses amis écologistes ont décidé chaque mois d'analyser les eaux du Chitaroom. Ces analyses, les voici. Elles sont certifiées par 3 laboratoires indépendants. Les résultats sont sans appel. On y trouve du plomb, des métaux lourds, des détergents et de fortes quantités de nitrates. Ce fleuve, c'est une bombe qui peut exploser à tout moment. Tous les habitants de la région sont concernés. Tout le monde va tomber malade à cause des produits chimiques présents dans l'eau. Retraiter les eaux coûte cher, trop cher pour les usines textiles. Elles subissent déjà de plein fouet la concurrence du Bangladesh. Entre pollution et emploi, le gouvernement indonésien a choisi. Mais à quel prix? Les rizières des villages qui seraient contaminés par Caratex sont moribondes. Adi, le militant, nous présente son ami Ujang. Il vit ici depuis toujours. Il est agriculteur, ou plutôt, il l'était. Les rejets de l'usine textile ont eu raison de ces rizières. Ça pue. C'est quoi ça? Ça, ce sont les déchets qu'on a vus tout à l'heure de Caratex. Ils s'écoulent jusqu'ici et ça reste. L'odeur est très très forte. Mais c'est noir? Oui, c'est tout noir. Regardez en surface.
et ça va jusqu'à 1 mètre de profondeur. Avant, il y avait des poissons rouges ici, mais ils sont tous morts. Aujourd'hui, ces rizières ressemblent à des marécages saturés de pétrole. Oujang est désormais obligé d'acheter son riz et même son eau. Les 500 puits autour de l'usine sont tous contaminés. Chaque famille doit acheter 24 litres d'eau par jour. Donc par mois, ça fait... Combien ça fait? Ça fait 40 €. C'est cher? Ah oui, c'est très cher. 40 € par mois, c'est la moitié d'un SMIC. Face au puits, un vieil agriculteur, il a 81 ans, dont 70 passés dans les rizières. Il ne peut plus marcher, sa jambe a doublé de volume. Ça gonfle. Quand vous allez dans la rizière, ça gonfle? Oui, ça gonfle tout de suite. Il y en a beaucoup des malades comme lui. Oui, il y en a beaucoup, mais ils ne veulent pas se montrer. Mais pourquoi ils ne veulent pas se montrer? Parce qu'ils ont peur. Ils disent qu'ils ne peuvent pas accuser sans preuve. Les médecins n'osent rien dire. Nous, on pense d'ailleurs que les médecins sont de connivence avec les patrons d'usine. Car en fait, les médecins disent que ces maladies sont dues à la toxicité et à la pollution des rizières. Mais jamais ils ne vont chercher à savoir qui pollue ces rizières et pourquoi. À ce jour, aucun directeur d'usine n'a été condamné pour avoir rejeté ces déchets. Avant de quitter le Citarum, nous voulions prendre des nouvelles de Rihanna, la fille du pêcheur de plastique. Elle est toujours malade. Les boyaux de vers de terre n'ont visiblement pas produit leur effet. Nous avons une dernière question à poser à cette famille que la pollution a déjà atteint dans sa chair. Préfère-t-il le Citarum avant ou maintenant? Maintenant. Avant, on ne pouvait pas vivre. Aujourd'hui, grâce à la pollution du fleuve, on vit mieux. Pas beaucoup mieux, juste suffisamment pour donner à manger à nos enfants. Je préfère maintenant, parce que j'ai du travail et de l'argent. Ces familles ne réalisent pas que leur fleuve est à l'agonie. Elles vivent au jour le jour. Elles n'ont ni le temps, ni les moyens de penser au lendemain. Au pays du Citarum, l'écologie est un luxe. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Grâce à la pollution, on vit mieux. Cette phrase que l'on vient d'entendre, elle est très dérangeante et elle revient presque comme un leitmotiv dans tout votre reportage. Comment est-ce que vous l'expliquez? Dès qu'on est arrivé sur les rives du Citarum, toutes les personnes qu'on rencontrait nous parlaient seulement de « Oh, c'est super la pollution » et personne ne se plaignait de cette pollution. Aucun ne se portait comme victime de la pollution. Alors en fait, il y a deux explications à cela. La première, c'est que les Indonésiens sont un peuple très très pragmatique. À l'exemple de Maman, le pêcheur que l'on voit au début du reportage. Pour lui, pêcher du plastique ou du poisson, peu importe, du moment qu'il a de quoi nourrir sa famille le soir. Et puis, il y a aussi un aspect culturel. Les Indonésiens se projettent rarement dans le futur. Ils vivent au quotidien, au jour le jour. Or, l'écologie, par définition, c'est sur le long terme. C'est se projeter, c'est une autre gestion du temps. Et d'ailleurs, le gouvernement vient de publier un rapport en imaginant mettre tous les moyens humains et financiers pour dépolluer le Citarum. Et il faudrait 15 ans et 2 milliards d'euros. Alors justement, les autorités indonésiennes, est-ce qu'elles se préoccupent du problème de l'environnement et de la dépollution? Alors, il y a un progrès, ça commence tout doucement. Adi, le jeune militant qu'on voit dans le reportage, lui a continué son combat depuis notre tournage et ça commence à porter ses fruits. Caratex, l'entreprise de textile, a avoué, grâce au travail d'Adi, que depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, Caratex verse 20 000 mètres cubes d'eau salée, sale, polluée dans le fleuve. Et puis,
Aujourd'hui, il y a un procès avec Caratex. Le gouvernement indonésien demande 260 millions d'euros à Caratex pour participer à la dépollution. Une dernière chose, il y a un nouveau président qui vient d'être élu, qui va entrer en fonction le 20 octobre. Et lui a fait une grande partie de sa campagne électorale sur l'écologie. Donc ça change un peu. Merci pour ces informations, Mathilde. Et